Moi, je voulais démarrer en disant que, quoi que vous entendiez dans ce webinaire ce soir, je vous invite à vraiment avoir conscience que je vis des émotions comme vous et que j'applique parfois ce que je vais vous présenter, puis parfois pas, parce que je suis un humain comme vous aussi, où parfois on peut savoir des choses et pas toujours penser à le faire. Dire aussi que parler des émotions, je dirais en période normale, c'est déjà parfois pas simple, mais en parler quand nous sommes dans des situations qui génèrent des émotions, c'est plus compliqué. Et mon invitation, c'est apprendre dans cette soirée ce qui va faire sens pour vous. Je dis parfois qu'il y a peut-être des moments où je vais me dire des choses qui sont fausses, ou peut-être fausses pour vous, dans ce cas-là, ne les prenez pas. Et puis peut-être qu'il y a des choses que je vais dire et qui sont parfaitement ajustées pour vous, mais vous n'êtes pas prêt à les prendre. Donc mon invitation, c'est ne les prenez pas. Et vraiment pendant tout le webinaire, posez vos questions, faites vos commentaires, et puis sur les 2 temps de questionnement, Séverine fera remonter cette information. Alors nous avons voulu commencer par une météo, et nous vous invitons à mettre dans les conversations, en un mot, quelle est l'émotion dominante pour vous aujourd'hui? Quelle est l'émotion dominante pour vous en un mot? Et hop, conversation. Ça dit quoi? Colère, joie, soleil, doute, stress, beau temps, frustration, espoir, oula ça, lassitude, incertitude, fatigue, tranquillité. Ça va tellement vite, routine, circonspect, résistance, fatigue, calme, pause, soleil voilé, colère, optimisme. Ok. Alors, je ne vais pas tous les lire, hein, vous pouvez continuer à en mettre si vous le souhaitez, je ne vais pas tous les lire. En tout cas, merci d'avoir répondu, puis ça nous montre à quel point un même événement peut être vécu de façon très différente par les personnes. Et du coup, ça m'a donné envie d'expliquer dans un premier temps des choses autour des émotions, et notamment, si ça veut bien me redonner la main, hop, voilà. Et notamment, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, je vais être plus impacté par des choses qui peuvent arriver. Et je vais d'abord vous parler de ce que je présente aux entreprises, puis nous verrons comment ça s'applique à nous en tant qu'humains. En fait, c'est l'idée du bateau sur la mer. Le bateau représente l'entreprise, et la mer va représenter par exemple son niveau d'activité, son chiffre d'affaires. Et quand on a un bon niveau d'activité, on ne se sent peut-être pas très préoccupé par des problèmes qui sont représentés ici par les rochers. C'est-à-dire, on ne se questionne peut-être pas trop sur le volume de sa clientèle, sa répartition, est-ce que j'ai un bon ou un mauvais management, est-ce que j'ai sécurisé mes fournisseurs, par exemple, est-ce que tous mes masques, je les fabrique en Chine, ou est-ce que j'en fabrique ailleurs, est-ce que j'ai des produits adaptés? Et dans cette situation, je dirais que quand tout va bien, quoi. Je ne me pose pas de questions. Et puis il peut arriver que dans d'autres circonstances, ces obstacles soient toujours là, mais le chiffre d'affaires, lui, il n'est plus là. Changement de contexte, changement de réglementation, produits dépassés. Et là, ça va commencer à accrocher. Je vais, en fait, à ce moment-là, me rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses que j'aurais dû travailler avant et je ne l'ai pas fait. Et là, ça m'impacte. Et ce qu'on peut dire au niveau d'une entreprise, on peut le dire au niveau d'un être humain. Le bateau, ça peut être moi, mon existence. Et le niveau de la mer, ça peut être ma qualité de vie. Et peut-être que les rochers, pour moi, vont représenter mes peurs, mais aussi mes blessures, mes manques, mes traumas. Et d'un seul coup, le fait que je ne puisse plus sortir, le fait que j'ai plus de travail, j'ai peut-être des revenus qui vont baisser, j'ai de l'inquiétude pour ma santé, pour la santé de mes proches, ça va venir faire ressortir toutes ces choses qui étaient là, en filigrane, et que jusqu'à présent je n'avais pas travaillé. Et ce que j'observe
au travers des personnes avec lesquelles je discute ou celles que j'accompagne à distance, c'est à quel point ce qui se passe aujourd'hui autour de ce Covid-19, pour parler de manière générale, fait travailler chaque personne exactement à l'endroit où elle a à travailler. Et c'est des endroits différents selon les personnes. Et probablement que cette situation, elle nous invite, alors pour cette crise-là, mais peut-être pour les prochaines que la vie nous offrira, et je ne parle pas spécialement de virus, je parle d'autres moments difficiles que nous pouvons être amenés à traverser dans la vie, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration constante. Régulièrement m'interroger sur la vie que j'ai, est-ce qu'elle me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que je peux faire évoluer, pour que demain, quand une nouvelle occasion d'évolution se présentera, ça sera peut-être plus facile pour moi de la passer, parce que j'ai déjà cette philosophie. Pour répondre au titre du webinaire, je voulais aussi parler avec vous de l'émotion. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, en fait, c'est deux choses. D'abord, c'est une alarme, c'est une alerte. C'est exactement comme la loupiote de l'huile ou de l'eau ou de l'essence qui s'allume sur le tableau de bord. C'est une information. Et pour l'être humain, ça m'informe sur le niveau de satisfaction de mes besoins. Mais une émotion, c'est aussi une énergie de mouvement. Émotion, ça vient du verbe émouvoir, qui vient du latin ex movere, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. En fait, c'est une énergie qui est censée nous aider à réduire l'écart qu'il y a entre ce que je suis en train de vivre et ce qui est bon pour moi de vivre. C'est pour ça, par exemple, que toutes les stratégies qui nous font fuir l'émotion, quelle qu'elle soit, la surconsommation de quelque chose, ou n'importe quelle autre stratégie, en fait, dans l'instant, elle me coupe de ce qui est désagréable, mais elle me coupe aussi de cette énergie qui va me permettre de réduire l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce qui serait bon pour moi de vivre. Donc quand une émotion va se présenter, une des choses que je peux faire déjà, c'est me désidentifier. L'émotion, c'est une information. Je ne suis pas cette émotion. Une autre façon de se désidentifier, c'est de considérer que toutes les émotions sont positives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions agréables qui m'indiquent que des besoins sont satisfaits, et il y a des émotions désagréables qui m'indiquent que des besoins ne sont pas satisfaits. Mais dans les deux cas, c'est positif parce que c'est une information. Le risque, en imaginant qu'il y a des émotions négatives, c'est que mentalement, je vais vouloir me couper de ces émotions. Et c'est là où je vais peut-être surconsommer de l'alcool, du Nutella, du sport, du conflit ou un certain nombre de choses. Parce que je veux me couper de ce que je crois négatif. Imaginez que vous mettiez votre main dans une huile, dans une casserole d'huile bouillante. Première chose qui va se passer, c'est que vous allez avoir mal. La deuxième chose, c'est que vous retirez votre main. Donc ce n'est pas agréable. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des problèmes nerveux et ne ressentent pas la douleur. Et ces personnes, elles peuvent tout à fait plonger leurs mains dans ce bain d'huile et ne quasiment rien ressentir. Mais je vous laisse imaginer dans quel état la main va ressortir lorsqu'elle ressortira de ce bain d'huile. Donc, elles n'ont pas eu la douleur, mais ça a eu une conséquence dommageable pour elles. Donc l'émotion, je vais repérer qu'elle est là et je vais la regarder comme une information, exactement comme vous regardez votre tableau de bord. En termes de qu'est-ce qu'elle me raconte. Elle me parle de quoi cette émotion? De quel besoin? Nourri ou pas nourri? De quelle blessure? De quelle action éventuellement, quelle action mener? Donc la première chose, si je veux gérer mes émotions, ça va être de me connecter à mes émotions. Si demain vous voulez perdre moins de points sur la route, la première chose que vous avez à faire, c'est regarder le panneau qui est sur le bord de la route et puis regarder où en est votre compteur vitesse. Sinon, vous allez continuer à perdre des points. Le slide d'après est là pour expliquer le lien qu'il y a entre les émotions et le cerveau. Alors, je vais passer très vite sur le détail du cerveau. Sachez que le cerveau, c'est plus complexe que ce que je vais vous montrer, mais sachez aussi que ce que je vais vous montrer, c'est encore enseigné
dans les collèges. Donc on peut considérer que cette structure est encore bonne, en tout cas elle est suffisante pour ce que je veux vous expliquer ce soir. Alors, notre cerveau, d'après la vision d'un monsieur qui s'appelait MacLean, est composé de 3 cerveaux et est le fruit de l'évolution. On va retrouver dans notre cerveau 3 grands stades de l'évolution. Et le premier niveau de cerveau que nous ayons, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau que nous partageons avec les reptiles. C'est un cerveau qui cherche la sécurité. Sa préoccupation, c'est comment j'assure la survie. Ce qui veut dire aussi que lui va être très attentif à tout ce qui le met en insécurité. C'est cette part de notre cerveau qui est très accro aux journaux et aux chaînes d'information continue, dans lesquelles on va nous annoncer le nombre de morts, les risques qu'on prend, la propagation de la maladie, parce qu'elle cherche toutes les informations qui sont insécures pour voir comment, à partir de là, je vais créer de la sécurité. Mais nous sommes des êtres évolués, donc nous avons droit à un deuxième niveau de cerveau. Si je le fais dans l'autre sens, c'est mieux. C'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau que nous partageons avec les mammifères inférieurs. Donc le chien, l'écureuil. C'est la partie de notre cerveau qui va gérer nos apprentissages. Donc par exemple, c'est avec ce cerveau que vous allez gérer des moments d'inquiétude à partir de ce que vous avez appris dans votre histoire. Et puis il y a un troisième niveau de cerveau, qui est le cerveau que nous partageons avec les mammifères supérieurs. Donc, ce qu'on appelle les mammifères supérieurs, c'est les grands singes, gorilles, orang-outans, bonobos. Ce cerveau, c'est le cerveau que nous utilisons pour réfléchir. Par exemple, pour réfléchir à quelle est la réalité de cette maladie aujourd'hui dans ma vie, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Quelle est la réalité du danger que je vis? Et ces 3 cerveaux cohabitent joyeusement dans la calèche. Et peut-être avez-vous entendu cette phrase d'un auteur auvergnat, Blaise Pascal, qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du cerveau que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas? Ça veut dire d'abord que le cerveau limbique et reptilien qu'on peut nommer comme étant le cerveau émotionnel n'obéit pas à la même logique que le mental, que le néocortex. Ces 2 cerveaux qui fonctionnent tout à fait différemment. C'est aussi différent que l'écriture en français et l'écriture en japonais. Dans les 2 cas, c'est de l'écriture, mais ça ne fonctionne pas sur les mêmes principes. Et ce que dit aussi ce proverbe, c'est que lorsque nous sommes dans une émotion intense, le cerveau émotionnel va prendre le pas sur le cortex. Sur le cortex. En fait, notre cortex va bugger. C'est ce qui se passe, par exemple, si vous êtes phobique des araignées et qu'on vous montre une photo d'araignée. Votre mental sait très bien que la photo d'araignée n'est pas dangereuse, mais il y a quelque chose en vous qui n'a qu'une envie, c'est de partir en courant. Et parfois, c'est au point que je ne peux pas me raisonner. C'est ce qu'on va appeler la phobie, par exemple. Et ça, c'est lié à une glande qui s'appelle la glande pituitaire. Alors, le nom de la glande n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, cette glande. Cette glande, elle fait circuler l'information entre le cerveau émotionnel et le cortex. Et quand je suis détendu, cette glande, je pourrais la comparer à une trappe qui est ouverte. L'information circule librement. Ça veut dire que quand vous êtes détendu, l'information passe par le cerveau reptilien, puis le limbique, puis le cortex va décider d'une action logique à mener. Lorsque je suis sur le coup d'une émotion, cette glande va commencer à se refermer. Quand l'émotion est forte, et j'ai vu que certains avaient nommé des émotions qui étaient intenses, la trappe, elle se ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que l'information ne va pas remonter jusqu'au cortex. Le cortex bug. Je ne peux plus l'utiliser. Et l'information va être gérée uniquement par les 2 premiers cerveaux. Et quel est le point commun entre les 2 premiers cerveaux? C'est que les 2 vont mettre en place des actions réflexes. Ça veut dire que si l'action réflexe est adaptée à la situation, c'est tant mieux. Si l'action réflexe n'est pas adaptée à la situation, ça va rajouter encore de la tension et faire que la glande ferme encore plus. Et là, vous voyez comment on rentre dans un cercle vicieux. Et je voulais aussi vous parler de ces cerveaux parce qu'il y a vraiment une séquence dans laquelle ces cerveaux fonctionnent. Et parfois, cette séquence, nous n'en prenons pas conscience tellement elle se fait rapidement. La séquence dans laquelle
fonctionnent ces trois cerveaux, c'est reptilien, limbique, néocortex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour fonctionner, la première chose que mon cerveau fait, c'est est-ce que je suis sécure? Si je ne suis pas sécure, mon cerveau n'ira pas au-delà. Si là où je suis sécure, alors mon cerveau va passer au niveau limbique et il va regarder, est-ce que ce qui se passe là, ça respecte mes valeurs, ça respecte mes croyances? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Par exemple, est-ce que j'adhère à ce que dit le conférencier, ou est-ce que j'adhère plutôt à ce que j'entends à la télé, ou à ce que je lis sur Facebook? Si c'est le cas, eh ben, je veux bien aller au niveau 3, si ce n'est pas le cas, je m'arrête au niveau 2. Si c'est OK au niveau 2, alors je vais être capable à ce moment-là de raisonner. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les situations d'incertitude? Le cerveau qui va être touché en premier dans les situations d'incertitude, c'est le premier, c'est le reptilien. Parce que ça vient toucher tous mes endroits d'incertitude autour de ma sécurité. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Aujourd'hui, il y a plein d'émissions qui vous parlent d'hypothèses, de qu'est-ce qui va se passer demain, mais dans le fond, personne ne sait. Nous ne savons pas combien de temps va durer le confinement, nous ne savons pas comment est-ce que ça va déconfiner, nous ne savons pas qui va reprendre, nous ne savons pas comment seront gérés les emplois, les aides aux entreprises, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et chez certains d'entre nous, ça va réveiller fortement le cerveau reptilien. Et ça va créer des réactions très émotionnelles. Et là, c'est inutile d'espérer raisonner quelqu'un avec un discours très posé, très cartésien, très mesuré. La première chose que je dois faire avec cette personne-là, c'est entendre son niveau de peur, ou son niveau de colère, ou son niveau d'impuissance. C'est d'abord entendre ça. Ce n'est pas la peine de travailler au niveau 3 quand la personne est déjà bloquée au niveau 1. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que notre réflexe, c'est souvent de faire l'inverse. Quand je suis en face de quelqu'un qui est angoissé, mon réflexe, c'est de me dire, je vais le raisonner. Et du coup, une fois que je leur ai donné les bons arguments, la personne va se détendre. En fait, ce qui est trompeur, c'est que parfois ça marche parce que la personne arrive elle-même à réguler ses émotions. Mais ce n'est pas forcément ce que vous avez dit qui a régulé son émotion. Ça veut dire aussi que si c'est moi qui suis dans mon cerveau reptilien, parce qu'à un moment donné, je suis bloqué là-dedans, ce que je dois regarder, c'est comment je me sécurise. Et peut-être que ça a du sens pour vous, même si pour l'instant, ce n'est pas une obligation, de mettre un masque, d'avoir du gel hydroalcoolique, d'essuyer la barre de votre caddie, de parler à 3 mètres et pas 1,50 m des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sortent pas du tout de leur chambre lorsqu'ils sont à plusieurs dans une même maison. Et c'est tout à fait compréhensible si moi je suis touché à cet endroit-là. Et c'est vraiment une fois que je me serai sécurisé que je vais pouvoir peut-être plus facilement regarder la situation pour ce qu'elle est vraiment. Mais sans ça, c'est peine perdue. Alors, je voulais aussi vous présenter une notion qu'on peut appeler les cercles de croissance ou cercles vicieux ou vertueux. Et avant de vous en parler, je vous invite à fermer les yeux. Et je vais vous proposer de faire appel à votre imagination. Imaginez que vous venez de gagner au loto. Et imaginez le montant le plus extraordinaire que vous pourriez imaginer gagner au loto. Prenez le temps de regarder combien il y a de zéros avant la virgule. Et puis maintenant que vous avez entre les mains ce billet de loto gagnant, imaginez tout ce que vous allez faire avec ce billet de loto. Imaginez ce que vous allez vous offrir. Imaginez ce que vous allez offrir. Peut-être la maison de vos rêves ou un voyage. Peut-être imaginez ce à quoi vous allez contribuer. Alors, généralement, quand je fais cet accompagnement, c'est un peu plus long que ce que permet le webinaire, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de vous voir en train, de signer vos chèques dans les différents domaines de vie qui sont importants pour vous permettre de vivre exactement ce que vous avez envie de vivre.
Et en même temps que vous continuez à imaginer tous ces aspects de vos vies qui se déroulent exactement comme vous le souhaitez, grâce à ces moyens qui viennent de vous arriver, prenez le temps de mesurer comment vous vous sentez. Voilà. Et si vous sentez de le partager, je vous invite à mettre dans la conversation comment vous vous sentez là, avec tout ce que vous pouvez faire grâce à ce billet de loto. Comment vous vous sentez? Euphorique, très bien, rayonnante, généreuse, libre, détendue, rassurée, trop bien, détendue, beauf, heureux, apaisé, léger, en sécurité, bien déboussolé, bien cool, apaisé. Ok. On peut continuer à en mettre, mais je ne vais pas les regarder tous, parce que sinon je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Globalement, dans vos réponses, il y a beaucoup d'émotions agréables. Donc c'est intéressant de repérer qu'à l'instant présent, vous êtes habité d'une émotion agréable dominante, alors que dans la question que nous posions tout à l'heure, quelle est l'émotion qui est dominante actuellement, les émotions agréables n'étaient pas dominantes. Et pourtant, je suis désolé de vous annoncer que ce billet de loto, vous ne l'avez pas dans les mains. Je sais, c'est cruel comme des illusions, mais ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, ce n'est pas la réalité de mon compte en banque qui fait comment je me sens. Ce n'est pas la réalité de mon compte en banque. C'est ce que j'imagine. Et ça montre en fait la puissance du mental. Alors pour certains, j'entends bien que c'est plus facile d'imaginer que j'ai 1 million d'euros sur mon compte quand ils y sont vraiment. Mais repérez que pour beaucoup, vous ne les aviez pas, et peut-être même vous avez imaginé plus que ça, et pourtant, vous vous sentez bien ou vous vous sentez mieux. Alors je ne sais pas d'où viennent tous ces traits sur l'écran, ils ne correspondent pas à des mouvements que je fais. Alors, l'idée du cercle vicieux vertueux, elle est très bien résumée par James Allen, c'est « Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées d'hier vous ont mené, et vous serez demain là où vous mèneront celles d'aujourd'hui ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a dans notre processus un point de départ qui est la pensée. Mon cerveau pense. Et il ne pense pas qu'un peu. Nous avons, alors selon les endroits, les chiffres que j'ai pu trouver, c'est entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Une toute petite partie de ces pensées sont conscientes. Et une partie faible de ces pensées est positive. Donc ça veut dire que nous sommes animés majoritairement de pensées inconscientes négatives. Ces pensées vont avoir une influence sur nos émotions. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous ait dit « Ouh là là, c'est la crise, attention, il risque d'y avoir une rupture de papier de toilette et de coquillettes. » Chez certains d'entre nous, ça va créer du stress. Ce qui est intéressant, c'est que nos peurs sont autoréalisatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dont j'ai peur a plus de chances d'arriver parce que je nourris quelque chose autour de ça. Et vous allez voir que ça va vous rappeler sûrement quelque chose. Et pour autant, sachez que seulement 8% de nos peurs sont réelles. Ça veut dire que 90% de nos peurs ne vont pas se réaliser. Et pourtant, nous nourrissons de la peur. Si je reviens à ma situation, le comportement, c'est que moi, je vais être sûr que j'aurai assez de papier toilette et assez de coquillettes, et je vais en acheter peut-être 3 fois plus que ce dont j'ai besoin habituellement entre 2 moments de course. Et puis éventuellement, moi, si j'entends qu'il y a des gens qui ont commencé à en prendre un peu plus, peut-être que ça va réveiller chez moi des peurs, et que moi aussi, je vais commencer à me stresser, et que moi aussi, je vais commencer à en acheter un peu plus. Et ça donne ce que vous avez pu voir au tout début de ces événements, ça donne des rayons de supermarché où il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de sopalin, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de nouilles, il n'y a plus rien. Donc le fait d'avoir ces achats compulsifs vont influer sur le résultat. Et le résultat, qu'est-ce que ça fait? Ça vient confirmer ce que je pensais. J'avais bien raison de penser qu'il y aurait une pénurie. Donc le meilleur moyen de créer une pénurie quelque part, c'est de dire qu'il va y avoir une pénurie. Appliqué à l'échelle d'un être humain,
Ça donne par exemple ce qui m'est arrivé pour le premier passage de mon permis de conduire. Au moment où je passe mon permis de conduire, je vois que l'examinateur ressemble beaucoup à mon proviseur de lycée qui à l'époque avait comme projet pédagogique de me virer du lycée. Donc la pensée inconsciente, elle est consciente aujourd'hui mais elle ne l'était pas à l'époque, c'est je vais me planter, quoi, il ne me le donnera pas. L'émotion, c'est du stress mais encore plus grand que si j'avais eu juste l'examen à passer. Le comportement, c'est qu'à un moment donné, j'arrive à un céder le passage, je le revois encore des années après, un céder le passage à Issoire, où une voiture arrive sur ma gauche, et là, comme je stresse, j'hésite sur quoi faire. J'aurais dû soit franchement accélérer et passer devant la voiture, soit m'arrêter et la laisser passer. Et comme je stresse, je passe devant la voiture, mais un peu trop près de son pare-choc. Arrivé sur le parking, l'examinateur me dit « je ne vous le donne pas ». Résultat, je ne l'ai pas. Et ça vient confirmer ma pensée. Et là, très honnêtement, je me dis que je vais peut-être avoir comme métier voyant, puisque j'arrive à prédire l'avenir. En fait, ce n'est pas que je le prédis, c'est que je le programme. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle pensée, émotion, comportement, résultat, qui fonctionne très bien sous l'angle du cercle vicieux, fonctionne aussi très bien sous l'angle du cercle vertueux. Si je fais l'effort d'avoir des pensées positives, et donc par exemple d'être vigilant à quelles sont les informations auxquelles je m'accroche, encore une fois, sur les réseaux sociaux, à la télévision, si j'apprends à cultiver mes émotions de joie, de détente, et que je mets en place des comportements qui, par exemple, me sécurisent, probablement que je vais mieux vivre cette période. Et c'est ce principe-là que j'utilise lorsque j'aide des personnes à se préparer pour une compétition sportive, pour un entretien de recrutement, pour un oral, une soutenance ou parler devant un public. Et je peux vous dire que je suis l'exemple typique du fait que ça fonctionne parce qu'à une époque, j'aurais dû parler, faire un webinaire devant 4 personnes, ça aurait été compliqué. Et là, je note que vous êtes 240 et pour l'instant, en tout cas jusque-là, tout va bien pour moi. Donc soyez vigilants à vos pensées et choisissez ce que vous voulez penser. Aujourd'hui, quoi que vous pensiez de l'avenir, de toute façon, vous ne savez pas si ce sera vrai ou faux. Et ça vous laisse cet espace de liberté de décider de penser positivement. Ça ne changera pas ce qui va se passer dans le monde, mais ça va changer l'état dans lequel vous allez l'aborder quand ça va se présenter. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'en fait, si je change une pensée, je change tout mon système de croyances. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me dis que 97% de mes pensées sont inconscientes, comment est-ce que je peux les changer? Je ne peux pas. Je peux accéder à ce qu'on appelle les pensées préconscientes, mais les véritables pensées inconscientes, je n'y ai pas accès. Par contre, par différentes techniques, alors la méthode Coué, je me répète quelque chose, ou les méthodes telles que l'hypnose, vont m'aider à changer une pensée ou quelques pensées. Elles vont permettre de les installer avec des émotions de joie ou de paix. Éventuellement, je vais pouvoir mettre des comportements qui vont avec ça. Et petit à petit, en changeant quelques croyances conscientes, petit à petit, je change mon système de croyances. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui, dans le même événement, vont voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà, c'est simplement que leur système de pensée n'est pas le même, mais tout le monde peut acquérir un système de pensée positif. Ça va quand même nous demander un effort, c'est pas juste un claquement de doigts. Donc soyez vigilants et évidemment en ce moment c'est pas très soutenant parce que voilà, j'ai noté quelques mots à la volée que vous pouvez entendre, crise, pandémie, mort, contaminé, guerre. C'est pas des mots qui vont nous aider à nous détendre. Et aujourd'hui je ne vois pas grand-chose sur les chaînes d'information continue qui contribuent à nous détendre, à nous sécuriser. Donc voilà, soyez vigilants et peut-être prenez une fois l'information dans la journée et pas toute la journée. Je voulais vous partager quelque chose qui vient dans le sens de ce que je viens de dire là. C'est un proverbe que l'on donne à Gandhi, c'est « Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. » Et ça, c'est quelque chose que j'observe chez les gens que j'accompagne. Alors, non pas que je ne l'ai pas chez moi, mais c'est plus facile de le voir à l'extérieur que de le voir chez soi. C'est le lien étroit qu'il y a entre ce que les personnes pensent, ce qu'elles croient, et la vie qu'elles ont.
Et je me permettrai de compléter la pensée de Gandhi parce que votre destinée va renforcer vos croyances. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Je crois ce que je vois », alors qu'en fait c'est « Je vois ce que je crois ». Les résultats que j'obtiens viennent de mes croyances et les résultats que j'obtiens vont venir renforcer mes croyances. Donc la première question, c'est par rapport en fait au cerveau reptilien. Est-ce qu'on peut changer nos réflexes reptiliens dysfonctionnels en changeant de pensée? Ah! Alors, pour le reptilien, les programmations sont innées. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. C'est-à-dire que le programme, lui, il est là. Je ne peux pas faire qu'il ne soit pas là. Ce que je peux faire, c'est éviter ce qui va le déclencher. Donc, par exemple, ce que je disais, c'est qu'est-ce qui va contribuer à ma sécurité. Et par rapport à ça, il y a deux grandes façons de nourrir le besoin de sécurité. Il y a nourrir la sécurité, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire par l'extérieur. Donc, c'est des choses que vous faites sûrement déjà, c'est des gestes barrières, c'est la fréquence à laquelle vous sortez, c'est peut-être augmenter votre système immunitaire en prenant de la vitamine C ou d'autres choses qui peuvent contribuer à ça. C'est porter le masque, etc. Et puis, il y a la sécurité intérieure. Alors, la sécurité intérieure, ça va nous demander un travail sur nous-mêmes. Il y a une métaphore qui montre bien la différence entre l'un et l'autre, c'est l'oiseau sur la branche. La sécurité extérieure, l'oiseau, il l'a sur la solidité de la branche. Mais la sécurité intérieure, elle est dans les ailes de l'oiseau. Une des choses que vous pouvez faire, si vous n'avez pas prévu de démarrer un travail sur vous-même, accompagné par un thérapeute ou un coach, c'est de regarder, depuis que vous êtes sur cette planète, tout ce que vous avez accompli. Toutes les ressources que vous avez mises en œuvre pour réussir ça. Et puis, vous pouvez aussi regarder toutes les difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés et que vous avez dépassés. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que vous avez dépassé plein d'obstacles. Et probablement, souvenez-vous que ces obstacles-là, quand ils se sont présentés, vous vous êtes dit « Non mais jamais j'y arriverai. Ah, je viens de me faire licencier, ma vie est foutue, mon conjoint vient de me quitter, j'y arriverai jamais, j'en trouverai pas d'autres, je serai jamais heureux. » Et pourtant aujourd'hui, notamment avec ce million d'euros que vous venez de gagner virtuellement, vous pouvez vous sentir mieux. Donc le fait de regarder sa vie en termes de qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai mis en place comme ressources vont vous aider à développer cette sécurité intérieure. Je ne suis pas démuni face aux difficultés, j'ai de la ressource, j'ai des moyens. Écoute, j'avais une question qui était un peu plus générale de comment se connecter à ses émotions. Plusieurs choses, c'est quand elles se présentent, je vais arrêter de la refouler. C'est-à-dire je vais arrêter de faire autre chose, je vais me poser pour sentir. C'est-à-dire je vais développer un regard intérieur. Une des choses que vous pouvez faire, c'est, si ça vous aide au début, c'est fermer vos yeux, baisser la tête. Alors pourquoi baisser la tête? Parce qu'il y a des connexions dans le cerveau qui vont permettre d'accéder davantage à mes ressentis physiques. De la même façon que si vous levez la tête et que vous regardez en l'air, vous allez vous couper de vos émotions. Donc je baisse la tête, je ferme les yeux et je rentre en contact d'abord avec mes ressentis physiques. Une émotion, elle va se manifester en nous par des ressentis physiques. Donc d'abord, qu'est-ce qui est présent? Tiens, il y a peut-être une douleur dans un endroit du corps, un endroit où c'est chaud, un endroit où c'est froid, où c'est lourd, léger. Et puis quand je prends contact avec cette partie de moi, je peux commencer à me poser la question de, tiens, cette sensation, si c'était une émotion, ce serait laquelle? C'est une des choses qui va vous aider à faire ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des listes d'émotions qui vont vous aider à nommer ce que vous vivez. Parce que si vous n'êtes pas un habitué de la connexion à ses propres émotions, probablement que non seulement vous avez du mal à trouver le chemin, mais vous n'avez pas le vocabulaire pour les nommer. Et nommer une émotion, c'est comme être au téléphone avec votre garagiste. Si vous lui dites il y a une loupiote qui s'allume sur mon tableau de bord, c'est pas la même information pour lui que si vous lui dites il y a celle de l'huile qui s'allume sur le tableau de bord. Voilà, donc je me pose, je me connecte à mon corps, je rentre dans la sensation et je cherche à la nommer. Ça va m'aider à l'identifier. Si vous avez la chance d'être entouré de gens qui sont formés en empathie, notamment l'empathie telle que la CNV les propose, c'est aussi des personnes qui peuvent vous aider à connecter cette émotion.
Merci Philippe. J'avais une question par rapport à la prolongation du confinement. Une personne qui demandait comment faire face à des pensées qui sont de moins en moins positives. Alors, l'antidote aux pensées de moins en moins positives, c'est une lapalissade, c'est les pensées positives. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer demain, donc que je pense positif ou négatif, j'en sais rien. Donc je peux choisir. Mais là aussi, si je n'ai pas l'habitude de conditionner mon cerveau à penser positif, quand je vais me forcer, parce que j'ai entendu qu'il fallait que je fasse cet effort de penser positivement, en gros, mon cerveau va tenir la pensée positive pendant, 2 secondes. C'est exactement comme si vous n'avez jamais fait d'équitation, que vous montez sur un Mustang sauvage, on vous met sur le cheval, et le cheval, il vous éjecte et vous mordez la poussière en 2 secondes. Et là, c'est là que ça va se jouer. Est-ce que, une fois que vous avez mordu la poussière, vous dites de toute manière, j'y arriverai pas? Auquel cas, votre cerveau, lui, va générer ses pensées négatives. Ou alors, est-ce que vous vous dites, eh ben non, je vais remonter sur le cheval, je vais me reforcer à penser positif, et cette fois, je vais tenir 3 secondes. Mais c'est génial, vous êtes passé de 2 à 3 secondes, hein, c'est 50% de plus. Et c'est petit à petit, en faisant cet effort, que ça va être de plus en plus facile de maintenir des pensées positives. Là aussi, ça peut être aidant parfois d'être entouré de personnes qui peuvent nous aider à trier les pensées qui nous occupent, à voir celles qui sont réelles de celles qui ne le sont pas, à nous aider, à nous apaiser, parce que si je suis apaisé, si je fais de la relaxation, c'est plus facile aussi de voir des pensées positives. Mes pensées influent sur mes émotions, mais mes émotions influent aussi sur mes pensées. Donc ça va nous demander un effort. Si vous avez eu la chance de commencer cet effort avant le confinement, ça sera sûrement plus facile. Si vous le commencez maintenant, ça peut éventuellement être un peu plus difficile. Mais tenez bon parce qu'il y a vraiment, du bon à retirer de ça. C'est un cadeau précieux. Merci Philippe. J'avais aussi une question de comment accueillir et gérer l'insupportable. Et bon, j'y associais une autre question qui était comment ne pas avoir peur de la mort qui est forcément vraie. Enfin, voilà. Je suis très embêté pour répondre à cette question-là. Parce que déjà, ça veut dire, c'est quoi l'insupportable pour vous? Et la mort, c'est aussi quelle relation j'entretiens avec ça. C'est vrai que dans une société où on doit tout le temps aller bien, être joyeux, consommer, voir du positif, penser que les choses vont se terminer, c'est pas forcément des réflexions dans lesquelles nous sommes. Pour être tout à fait honnête, il y a quelques 15-20 ans, je me suis dit que j'étais pas très armé pour entrer en relation avec la mort, parce que moi j'ai été protégé de ça. Il y a eu peu de morts difficiles à gérer dans mon histoire. Et donc je me suis intéressé à la mort, et donc je suis allé à des conférences, j'ai fait des stages, je me suis formé à l'accompagnement de fin de vie pour comprendre ce que c'est que cette mort. Et ce qui fait que c'est plus paisible avec moi aujourd'hui, et en même temps, aujourd'hui, je ne sais pas quand je serai à la veille de la mienne comment ce sera, et je ne suis pas pressé d'avoir la réponse, je vois encore que c'est quelle est l'histoire que je me raconte. Je vais vous livrer une question que j'ai posée à mon mentor il y a plus de 20 ans, où j'aimais bien le pousser aux limites de ses croyances. Et je lui dis, mais si un jour ton fils meurt, tu ne seras pas triste? Et il m'a dit, si, mais je le serai moins que toi. Alors je dis, pourquoi? Il dit, parce que pour toi, Philippe, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Pour moi, quand quelqu'un meurt, il va dans un autre endroit, et je sais que je le retrouverai là-bas. Et je vis simplement la tristesse d'être séparé. Il me dit, comme à l'époque, quand mon fils est parti travailler en Chine, où je ne pouvais pas le voir autant que je voulais, j'avais la tristesse, mais je pouvais me réjouir qu'il vive ce qui était bon pour lui là-bas. Alors, je ne sais pas vous dire s'il y a un après, et encore une fois, je ne suis pas pressé de le savoir. Mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que c'est ce que je me raconte sur la mort qui va en partie faire ma douleur. Et puis, il y a une deuxième chose que je rajouterai aujourd'hui, qu'il ne m'a pas partagé à l'époque, c'est aussi quel est mon niveau de dépendance. Si je suis dépendant affectif, si je suis dépendant des autres, si je ne peux être heureux qu'entouré, si je ne peux être heureux que quand les gens vont bien, ou me sentir utile quand ils ne vont pas bien, et que je suis comme pas entier, c'est-à-dire j'ai besoin des autres pour me sentir entier, ça va être plus douloureux que si je me sens entier et que ce n'est pas mon vide que je partage avec les autres, c'est mon plein. Malheureusement, je dirais statistiquement, nous avons été éduqués dans le vide. J'ai besoin de l'autre pour être entier.
Dans le couple, on appelle ça trouver sa moitié. Comme si moi j'étais qu'une moitié de quelque chose. Ben non, l'idée c'est de travailler à je suis entier. Quand je vais rencontrer l'homme ou la femme que j'aime et avec lequel je vais former un couple, c'est deux personnes entières qui se retrouvent et qui partagent leur plein. Et c'est bien plus agréable que de partager ses vides. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire là, ne vous voyant pas dans le contexte de ce webinaire.